Contrairement aux idées reçues, les revenus non déclarés des Israéliens est beaucoup moins important que dans les autres pays de l'OCDE. Daniel Guggenheim, notre économiste préféré, est avec nous aujourd'hui pour nous parler, comme chaque semaine, de ce qui a buzzé dans la presse économique. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. On va commencer aujourd'hui par un sujet connu en Israël, c'est le travail au noir, on va dire en tout cas le travail non déclaré, un sport national paraît-il en Israël, mais nous ne sommes pas les pires élèves au niveau international, il y en a d'autres. Tout à fait. Je veux, comme je le fais souvent dans cette chronique, ne pas avoir peur d'aller contre les préjugés ou de ce qu'on croit parce que on a des informations qui sont des fois fausses. Alors de quoi il s'agit d'abord? Il s'agit d'une étude internationale qui a été effectuée par le Boston Group. C'est un institut scientifique à travers les 38 pays de l'OCDE. Okay. Israël, au niveau donc de ce que vous avez appelé le marché noir, on dirait les revenus non déclarés, c'est plus beau, se situe au 15e rang sur 38. Point de vue de pourcentage par rapport au PIB, c'est ça qui compte, c'est comme ça que ce groupe a fait son étude, nous sommes à 12%. Alors qu'on pensait qu'on était près des 25%. On entend souvent, comme vous dites, dans les métiers du bâtiment ou autre. Oui, on a l'impression que tout le monde travaille sans déclarer. Mais c'est pas vrai. C'est faux. Voilà. Et on va expliquer pourquoi d'ailleurs, puisque nous sommes en vérité que autour de 12%. Et d'abord, il faut dire... 12% de travail non déclaré. Oui, par rapport à la recherche qui est produite, qu'on appelle ça le produit intérieur brut. Okay. Maintenant, qui sont les meilleurs pays, ça vous étonnerait pas. La Hollande, c'est autour de 5%. Les États-Unis, un peu moins de 10%. Maintenant, les pays, j'ai même pas vu les chiffres tellement, à mon avis, c'est important. Dans le graphique que j'ai vu, il n'y avait pas vu. Ça vous étonnera pas. C'est la Turquie et le Mexique qui sont les pays où il y a le plus de travail non déclaré, de richesse par un travail non déclaré. Alors, ils ont réfléchi d'où ça vient. En fait, leur conclusion est à dire la chose suivante. Plus un pays est développé, plus le niveau de vie des gens est important, alors à ce moment-là, la proportion du travail non déclaré ou des revenus non déclarés sera moins importante. Et donc, Israël, grâce à ça, est devenu au 15e rang. Maintenant. Elle est au 15e rang des pays... Des pays de l'OCDE. Okay. En moitié, on pourrait dire, c'est la bonne moitié, quoi. Ouais, c'est ça. Sur 38. Et pas loin, on l'a vu, les États-Unis, c'est un peu moins de 10%. Et je vous ai dit, le meilleur, c'est la Hollande à 5%. Je veux dire, c'est vraiment, on n'a pas à avoir honte. On n'a pas à avoir honte. Alors, je vais donner deux chiffres qui peuvent expliquer et aller dans le sens des conclusions de ce groupe, de ce qu'a fait cet institut Boston. D'abord, la richesse des Israéliens a augmenté entre 2010 et 2023, c'est les derniers chiffres qu'on a fait, le plus parmi tous les pays, c'est-à-dire le plus, le 4e rang, pardon. C'est-à-dire, avant eux, il y a le Kazakhstan, la Chine et le Qatar. Parce que c'est normal, ce sont des pays aussi ou qui sont très très riches ou qui étaient tellement bas qu'ils ont augmenté la richesse par personne. Mais Israël, et comme je l'ai dit, est le 4e. C'est incroyable. En 13 ans, dans le monde entier, nous sommes le 4e pays où les gens sont plus riches de ce qu'il y a plus de 10 ans. Alors, d'ailleurs, ça a été publié par la Banque d'Israël, ce qu'on appelle en hébreu, Nirse Finansim Hatzibur, c'est-à-dire ce que les Israéliens possèdent, que ça soit au niveau des mobiliers, de l'immobilier, etc., ce qu'on appelle la richesse publique de tout l'Israélien, si on agglomère, est arrivé à près de 6 trillions de shekels. Et ça représente une augmentation, donc, pour cette période-là, que j'ai parlé donc de 50% presque, et ça représente 3 fois plus que le produit intérieur brut. Donc c'est énorme. Sur un an, alors qu'on était à l'année de guerre, j'ai vu que c'est 9%, ça a augmenté de 2024, août 2024 par rapport à août 2023. Donc, les Israéliens continuent à s'enrichir. Et donc, ça explique aussi, donc, comme je vous l'ai dit, la proportion moins importante du travail ou du revenu non déclaré. Une autre chose très importante, et je reviens souvent aussi, c'est l'importance de la haute technologie dans le produit intérieur brut d'Israël. Dans la haute technologie, il n'y a pas de revenu sans
qu'on puisse apporter une facture. On n'est pas dans le cas d'un plombier. Bien sûr, d'avoir une traçabilité, bien sûr. Et énormément de revenus. Je dirais, par exemple, cette semaine, le comptable du Trésor a dit, il faut savoir que depuis 1 an, il y a eu, les Israéliens en haute technologie ont vendu des entreprises se sont vendues à l'extérieur, en fait, ce qu'on appelle exit, c'est le mot, 15 milliards de dollars. Donc, c'est énorme. Donc, c'est une richesse très importante qui s'accumule. Et c'est ça, c'est des revenus déclarés. Donc, si on résume bien, c'est dû au fait que la richesse des Israéliens, leur niveau de vie a beaucoup augmenté, et surtout que c'est dirigé par la technologie. Ça explique les résultats de cette étude. Ok, alors voilà, comme ça vous êtes bien renseignés sur le sujet et adieu les idées reçues sur le thème. Un autre sujet, Daniel, à présent, on s'interroge, en tout cas plutôt la Knesset s'interroge sur la dépense des revenus des jeunes. À quoi consacrent-ils leur argent en majorité? La réponse, Daniel? Oui, 42% du revenu des jeunes est consacré à l'allocation. Ce qui est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que si on regarde l'ensemble de la population, c'est seulement 26%. Et d'ailleurs, dans les gens qui sont les plus riches, ça va jusqu'à 16%. Donc c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'un jeune, on parle entre 25 et 34 ans, lorsque il commence au mois, près de la moitié de ses revenus est consacré à la location, et donc c'est très problématique. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, c'était une étude qui a été faite par un centre d'études de la Knesset. La Knesset a un centre d'études qui veut poser les problèmes de société et savoir s'il y a où on en est pour faire ou une réglementation, pour faire des lois ou pour que l'État intervienne plus. Et en vérité, c'est la conclusion de cette étude dont on va parler qui montre qu'il faut absolument changer dans la location, où l'État intervienne ou qu'il y ait des lois qui soient faites parce que c'est quelque chose de très, très problématique. Il faut faire des HLM, donc des habitations à loyer modéré en Israël. Par exemple, c'est une des solutions, ou bien peut-être même demander à ce qu'il y ait un plafonnement des loyers. Enfin, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais je vais donner encore quelques chiffres. À l'heure actuelle, il y a 50% des jeunes qui sont dans des appartements en location. C'est beaucoup plus que ce qu'il y avait au niveau de 2010, où seulement 30% étaient dans des locations. Donc, on voit que le rêve d'une maison achetée, vu l'augmentation des prix du loyer, des appartements, s'éloigne. C'est surtout l'accès à la propriété qui devient compliqué avec un apport, un apport personnel assez élevé à présent pour acheter un appartement. Ça devient compliqué pour les jeunes qui commencent dans la vie. Ils ont une difficulté à l'accès à la propriété parce que les prix pendant cette période que j'ai dit 2010 ont augmenté de 165%. Donc c'est énorme. Alors que les prix des loyers n'ont augmenté que de 61%, ce qui est aussi important, mais moins important que le prix de l'appartement, ce qui explique le fait qu'ils doivent être plus dans les locations qu'un appartement qui leur appartient. Maintenant, d'ailleurs dans les villes, à Tel Aviv, il faut savoir que 84% des locations sont par des jeunes, ce qui est très important. À Jérusalem, c'est que 50%. C'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal et ça explique ça aussi. Donc, une dernière chose que cette étude note, la chose suivante. Il y a 234 000 personnes qui, l'année dernière, des derniers temps, reçoivent ce qu'on appelle une aide de l'État au logement. Ça peut être des gens, donc, justement, parce que leur revenu est pas assez important. Et c'est aussi beaucoup, on dit des olim. Et c'est ça que l'étude vient de dire, qu'en fait, il faut faire très attention. D'abord, il y a une augmentation très importante de gens qui demandent cette aide aux locations. Mais en fait, si on voit ce qu'ils reçoivent, ils disent, c'est pas obligatoirement les jeunes Israéliens qui reçoivent ça. Et on sait qu'une grande proportion, on en a parlé maintenant à cause du nouveau budget, est donnée au LIM. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut voir à ce niveau-là. Qu'est-ce que l'État peut faire? On va continuer, Daniel, avec un autre sujet, un sujet aussi de consumérisme, puisque, on le sait, vous aidez souvent les Olim Hadashim à aller dans les banques pour obtenir des droits qu'ils ont du mal en raison de la langue ou en raison d'une incompréhension entre les demandes et les propositions, en tout cas les solutions. Vous les aidez, vous faites l'intermédiaire, donc vous connaissez bien le système. Et là, vous n'avez pas manqué de relever que la banque Leumi s'est faite taper sur les doigts. Elle a été condamnée, Daniel. Tout à fait. À payer 10 000 shekels à un client. De quoi il s'agissait? Le client avait demandé un ordre apparemment de retrait sur son compte ou faire passer l'argent à un autre endroit. Et
il faut pour ça remplir un certain document. Et apparemment, le document n'avait pas été bien rempli. Et quelque temps après, il s'est rendu compte, le client, que sa demande n'avait pas été faite. Ah, ils lui ont dit, mais c'est parce que tu n'as pas bien rempli le document. Il faut savoir que cette chose-là, d'ailleurs, il le souligne dans l'article, est souvent fait par les compagnies de retraite. Vous savez, quand beaucoup de gens demandent des retraites, de la retraite, c'est-à-dire retirer un peu de l'argent ou des fonds, oui. Alors souvent on le fait pas parce qu'il manque un papier ou bien c'est pas bien mis, on n'a pas bien rempli le document. Et souvent, ces compagnies, les assureurs aussi, profitent de ça pour ne pas faire la demande. Mais là, il s'agit de la banque. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est allé et on lui a dit ça justement qu'il n'avait pas bien rempli son papier. Et alors il est allé au tribunal, ce qu'on appelle Tviot-Knot. Il faut savoir que quand c'est pas des sommes très élevées, on peut aller au Tviot-Knot et ça fait assez rapidement. Le juge, il s'est rendu compte qu'en fait la banque Leumi là c'était Haïfa, avait été déjà punie à Netivot pour la même raison. La banque Leumi en tant que banque Leumi, il y a une loi dans le monde bancaire, c'est-à-dire la régulation de la Banque d'Israël, et qui dit que la banque a ce qu'on appelle en hébreu chovat zeirut, ça veut dire attention, de faire très attention aux clients. Et la justice considère faire attention par rapport aux clients, ça veut dire si vous voyez que le client n'a pas bien rempli un papier, eh ben vous devez immédiatement, le mot immédiat il dit, le signaler pour qu'il puisse corriger en conséquence. Et la banque a voulu proposer, quand elle a vu où ça allait, 1500 shekels de dédommagement. Et le juge a dit pas du tout, vous payerez près de 9000 shekels et en plus 1000 shekels pour les frais de justice. Et nous espérons que c'est un message qui sera envoyé aux banques pour ne plus faire ce genre de choses. C'est important parce que parfois les gens n'osent pas aller au tribunal ou demander justice en se disant ça va prendre des années, j'aurai rien. Comme quoi, c'est une erreur. Vous pouvez, même en Israël, avoir gain de cause. On continue avec une nouvelle qui va bien sûr impacter notre vie de tous les jours puisque ça concerne les transports. Une solution est cherchée et va peut-être être adoptée pour désengorger tous les endroits bouchés, on a du mal à circuler, où les transports en commun ont une carte à jouer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, on en est où? On parle de la Rakevet à Galgalim en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? De quoi s'agit-il, Daniel? Tout à fait. Ces derniers jours, le ministère des Transports a annoncé de façon tonitruante, je crois que c'est le mot, qu'il arrivait à un accord avec le ministère des Finances pour qu'un budget de 20 milliards de shekels, c'est énorme, soit sur plusieurs années sur ce projet-là. Et c'est un projet, d'ailleurs, il faut le dire tout de suite, qui suscite beaucoup de polémiques parmi ceux qui connaissent les professionnels de ce métier-là. De quoi il s'agit? Le constat que vous avez fait, qu'on fait, des fois, des gens pour aller pas loin de chez eux, pour aller travailler ou n'importe quoi, ils parlent de 1, 2 ou 3 heures pour faire quelques kilomètres, c'est incroyable. Et la ministère des Transports, Regev, elle a dit, il faut en dehors des trams et du métro, ça prend du temps, et il y a une situation qui est très pénible pour les gens, et elle a accepté, après avoir une coupure de 700 millions de shekels sur son budget, elle a accepté de, justement, avec le ministère des Finances, de pouvoir lancer ce projet. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit, dans tous les endroits qui sont très, très où il y a beaucoup d'embouteillages, du nord au sud, de Eilat par exemple à l'aéroport de Eilat, à côté de Bnei Brak, Tel Aviv, Givatayim, tous les endroits, vous voyez, Rehovot, Yavne, Ashkelon, Herzliya, etc., tous les endroits où il y a énormément de circulation à l'heure actuelle automobile, de faire des bus énormes, qu'on appelle en anglais, le mot anglais, c'est BRT, Bus Rapid Transport. Ce sont des bus où ils auront des lignes pour eux. Et il y a en dessous du bus une sorte de chayshan, en hébreu dit chayshan, ça veut dire quelque chose, un microprocesseur qui permet de dire au bus ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, on ne sait pas encore s'il sera complètement autonome ou seulement moitié autonome, ce bus-là qui marchera. Et il devra aller dans une direction spéciale, donc dans les lignes qui lui seront attribuées. Et donc, on pense, si ça marche bien, qu'en 2026-2027, les premiers bus de ce genre, surtout dans la région du centre du pays, Herzliya ou Natania ou même tout Tel Aviv, pourront être installés. Et alors que les trams, comme on le sait, ou même le métro, ça sera on parle plutôt dans les 2030, 2040 même pour le métro. Alors,
Ce qui est important de dire, c'est la chose suivante, comme je l'ai dit. C'est que là où il y a une polémique, les professionnels du transport disent, oui, mais ça, c'est comme mettre un sparadrap. C'est pas ça comme solution. Ce qu'il faut, c'est des métros, des choses comme ça. Les métros souterrains, quoi. Souterrains, oui. Trouver d'autres voies de circulation. Voilà. Mais là, ils disent qu'ils vont mettre des voies à part, ils vont créer la route. Et elle dit, mais ça n'empêche pas l'un que l'autre. Une dernière chose, c'est, si j'ai entendu aussi, et ça aussi, elle s'est fait attaquer là-dessus, elle veut faire ce qu'on appelle des shuttle yami en hébreu, ça veut dire de faire du transport maritime entre deux ports en Israël. Il faut voir quel port sera aménagé pour ça. Ça permettra, au lieu d'aller dans la route, dont vous avez beaucoup de villes qui sont côtières, d'aller par la mer. On verra si ce projet sera là. C'est pas une mauvaise idée. Voilà. On verra si ça marche. Avec vous. Bon, bah alors on verra si le BRT, comme on l'appelle, a de l'avenir ou pas. En tout cas, il a de l'argent, ça c'est clair, pour les années à venir. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.